Bon matin tout le monde, moi c'est Éric Fournier, directeur département des grains et commodités chez Bernard Breton. Et c'est votre topo des marchés en ce beau samedi matin, 3 septembre. Ça faisait déjà un petit bout qu'on ne s'était pas jasé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, hein? En fait, depuis dans le dernier mois, ce qui a retenu l'attention du côté des grains surtout, c'est premièrement le crop tour américain, il y a 2 semaines, si je ne m'abuse, qui a eu lieu. Ce qui est ressorti du crop tour dans le soya, ben, les estimations sont à peu près semblables à ce que l'USDA avait mis déjà sur papier. Par contre, dans le maïs, hein, on parle de 168 boisseaux à l'acre, alors que la dernière estimation de l'USDA était à 175 et quelques poussières. Donc, c'est venu mettre un doute un peu sur la taille de la récolte, ce qui a permis au marché à terme, vous voyez ici sur le graphique, hein, le marché à terme est reparti clairement sur une tendance à la hausse sur cette nouvelle. La prochaine mise à jour de l'USDA est prévue, si je me trompe pas, si je me trompe pas, le 12 septembre prochain. Ça va être intéressant de voir comment l'USDA va réajuster tout ça. Évidemment, si on fait un petit calcul simple, puis qu'on fait seulement réduire la taille de la récolte en fonction du rendement qui a été mis sur papier, ça nous donne des stocks de fin qui sont sous la barre du milliard de boisseaux. Hein. Juste ça vient jouer dans le, ça vient jouer dans le marché. Évidemment, vous avez compris que si les stocks sont plus serrés, ben, il va y avoir hausse de prix, donc possiblement recul de la demande également. Donc, on ne peut pas faire un calcul aussi simple pour arriver à un résultat comme ça, mais quand même, ça peut nous indiquer qu'on avait des stocks prévus là, dans le dernier bilan, 1,4 milliard de boisseaux, qui pourraient se retrouver plus près de la barre du 1 milliard de boisseaux, tout dépendant de la demande. Avec la force du dollar américain actuel, évidemment, les ventes à l'exportation sont pas très très fortes, disons ça comme ça. Depuis une semaine, on n'a plus de chiffres. Ils ont mis en place un nouveau système pour compiler. Et le dernier rapport qu'ils ont sorti la semaine dernière donnait des chiffres complètement farfelus, disons ça comme ça, avec des millions de tonnes vendues. Ils ont envoyé une notification cette semaine comme quoi on n'aurait pas des chiffres à jour avant le 15 septembre. Donc, il va falloir être patient pour avoir les chiffres d'exportation et ça vaut aussi pour le secteur de la viande. Mais si les exportations, il y a une réduction des exportations en raison de la force du dollar américain, ça pourrait venir compenser en tout cas du moins une partie peut-être de la baisse de production. Puis autre élément, ben, le crop tour américain a souvent tendance à sous-estimer la récolte de quelques boisseaux. Donc on verra comment tout ça va se terminer. On aura les chiffres finaux de la récolte américaine seulement en janvier, donc il va falloir être patient d'ici là. Cette semaine, c'était la tournée des grandes cultures ici au Québec. Hein. C'est un constat un peu différent. On parle d'une récolte de soya peut-être un peu moins bonne que ce qu'on s'attendait. Et à l'inverse, dans le maïs, la récolte serait plus abondante que l'an dernier. On parle de 3,8 millions de tonnes. L'an dernier, on était plus autour de 3,5, ce qui ferait 300 000 tonnes de plus que l'an dernier en termes de récolte totale. On verra ce que ça donne une fois la récolte terminée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Ça va pour ça. Si on regarde le marché à terme, ben, j'en ai glissé un mot rapidement. Hein, pour le maïs, vous voyez, elle a tendance à être clairement à la hausse dans le maïs. Hein, les craintes météo et les craintes de perte de rendement viennent stimuler le marché à terme dans le maïs. On va voir du côté technique un petit peu ce que ça nous donne. On va aller chercher ça ici. Vous voyez, pour la semaine, c'est une hausse de presque 3% là, de l'augmentation du prix pour le maïs. Nos indicateurs techniques, ben, vous voyez que les moyennes mobiles sont vraiment en mode fort achat, alors que les oscillateurs sont un peu plus au centre. Hein. Vous voyez 9 indicateurs au neutre, seulement 2 pour acheter, ce qui nous amène en mode achat qui se rapproche du neutre, mais les tendances sont clairement à la hausse pour le maïs. Maintenant, allons voir du côté du soya. Le scénario est un peu différent. Vous voyez, il y a eu des hausses de prix récemment. Vous voyez une petite tendance à la hausse. Mais là, par contre, depuis je vous dirais la mi-juillet, on est comme on est dans un canal de côté. Quelque part entre 14 et 60 et 14 dollars du boisseau. Si on a la récolte annoncée, les stocks restaient à peu près semblables à ce qu'ils étaient l'an dernier. Donc, c'est pour ça que le marché tend à se stabiliser lentement. Là où ça pourrait se jouer, on est à veille de commencer un nouveau marché météo. Hein, c'est la récolte brésilienne hein, qui est prévue à 144 ou 145 millions de tonnes, qui serait
un record, là, disons-le comme ça. Toujours des prévisions très très optimistes là, avant la mise en terre de tout ça, puis avant de récolter, mais l'an passé, on était parti de 138-139 pour terminer à 128. Tout de même, si on recule d'un 10 millions de tonnes, ben, ça serait quand même 134 millions de tonnes. C'est une récolte très importante pour le Brésil. C'est ce qui viendrait stabiliser les prix. Puis comme mentionné tout à l'heure, hein, le dollar américain ici pourrait venir jouer là, sur le marché d'exportation. Donc le Brésil a certainement un avantage à ce chapitre si le produit est disponible. Au niveau du tourteau de soya, vous voyez beaucoup de fluctuations, hein, j'oserais dire, assez violentes là, dans ce marché-là, hein, beaucoup de volatilité. Peut-être une légère tendance à la hausse qui semble se dessiner. Je parlerai pas de canal de côté, parce qu'on regarde la fin du graphique, on dirait qu'on s'en va plus de côté, mais le canal est tellement large qu'on peut pas parler de marché de côté dans ce cas-ci. Mais tout ça pour dire que dans le marché du tourteau, on a beaucoup de variations de prix. Sur le plan technique ici, dans le tourteau, si on va voir ce qui se passe de ce côté-là, on sera en mode vente présentement selon nos indicateurs. Ici, c'est l'inverse de ce qu'on a vu dans le maïs tantôt. Les moyennes mobiles sont vraiment présentement en mode vente, très forte vente, alors que les oscillateurs sont au neutre, donc ce qui nous amène en mode vente du point de vue technique. Ça voudrait dire, est-ce que ça va se maintenir? On verra, mais vous voyez que les fluctuations sont très 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 importantes. Au niveau du blé maintenant, le blé, ben, vous voyez, on est revenu au niveau avant le déclenchement de la guerre, là, vous voyez en février-mars, on est revenu dans les mêmes niveaux de prix, là, entre 7,50 et 8 dollars du boisseau. Il y a une certaine, comment je pourrais dire ça, pas une certaine stabilité, mais les craintes de pénurie de blé, je pense, se sont atténuées. Il y a du grain qui bouge de l'Ukraine, hein, il y a eu avec les bateaux qui ont recommencé à transporter, on parlait pour le mois d'août possiblement de 4 millions de tonnes qui seraient sorties du pays. C'est comparativement à quelque part entre 5 et 6 millions, là, une année plus, on peut dire, normale, dans la moyenne. Donc, on n'est pas tellement loin des moyennes. Donc, si on peut continuer à bouger le grain comme ça et que ça continue de s'accélérer, ben, les craintes, c'est sûr que on parlait de 30 à 40% de moins de production. Ben, évidemment, vous avez compris que si c'est pas produit, ça peut pas bouger. Ça reste un fait. Par contre, ce qui est récolté, si on peut le bouger, ben, à ce moment-là, ça vient enlever un peu de pression. Puis la récolte ici au Canada risque d'être très bonne, en tout cas à comparer l'année passée, si vous vous souvenez l'an dernier. Hein, le temps sec avait eu raison de la récolte ici au Canada. On était dans les 21, 22 millions de tonnes produits, alors que cette année on en prévoit quelque part entre 34 et 35 millions, si je me trompe pas. Donc c'est au moins 10 millions de tonnes de plus cette année, qui viendrait compenser une bonne partie de ce que l'Ukraine ne pourra pas produire. Sur le plan technique, vous voyez, c'est une hausse de 3% cette semaine, 3,5%. Si on va voir nos petits indicateurs, vous voyez qu'ici, c'est plus modéré en termes d'indications techniques, mais on est tout de même légèrement en mode vente dans le blé, malgré une hausse de 3,4% cette semaine. La viande maintenant. Côté du porc, vous voyez que le porc, vous voyez le dernier bout du graphique, hein, depuis le début du mois d'août, je pourrais dire, ou la mi-août, le prix du porc a connu des difficultés importantes. Évidemment, ben, c'est la découpe. La découpe a chuté drastiquement. On est parti de 1,20 pour se retrouver quelque part autour de 1$, 1,2$. La livre en seulement je dirais pas quelques jours, mais disons en quelques semaines, très très rapidement. Donc, ce qui est venu évidemment impacter sur le prix payé, le prix cash, hein, qui est le reflet du marché à terme ici, qui est maintenant rendu à 1,2. Celui-là, il tournait autour de 1,10 et finalement est monté à 1,2. Ici, vous avez le mois d'octobre sur le graphique. Oui, on est quand même à 90 cents, qui reste un prix historiquement élevé. Vous voyez qu'il y a peut-être une certaine résistance autour des 88 sous. On verra si on est capable de rebondir sur ces résistances-là. Sur ces supports-là, excusez, c'est pas des résistances, c'est des supports. Si on devait percer ces supports-là, ben à ce moment-là, on pourrait descendre assez rapidement plus bas. Mais je pense que ce qui va diriger tout ça, c'est à la vitesse à laquelle la découpe
pourrait continuer à reculer. Par contre, je vous dirais que cette semaine, la découpe était plutôt stable. On se maintient là, autour de 1,2$, 1,4$ tout au long de la semaine. Donc, si ces valeurs-là devaient se maintenir, on voit qu'à 90 cents, ça fait un certain sens, environ un 10 à 15% d'écart entre la valeur de découpe et le pro comptant. Donc, je vous dirais que les niveaux actuels sont logiques avec ce qu'on a présentement comme valeur dans le marché. Si on va voir pour l'été prochain, ici, je vous ai sorti le contrat de juin, qui quand même, celui-là, vous voyez, n'a pas reculé autant que le court terme. On est encore autour d'un dollar la livre pour le contrat de juin. Vous voyez que ces niveaux-là se maintiennent depuis le printemps. Depuis le mois d'avril, on a atteint ces niveaux-là et on oscille autour du dollar la livre encore une fois. Si on amène ça en dollars canadiens, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, vous voyez qu'avec le recul du dollar canadien récemment, ben, on est quand même à tout près des sommets. Là, on voit le 272 qui est un sommet, on est à 270. Donc $, pas tout à fait 2$ du 100 kg du sommet qui a été établi dans le milieu du mois d'août. Donc ici, vous avez compris assez rapidement que c'est le dollar canadien qui a fait monter le prix rapidement comme ça, mais le prix demeure extrêmement intéressant pour l'été prochain. Maintenant, on va aller voir le dollar canadien. Je vais tracer une belle petite ligne rouge. Évidemment, c'est pas une surprise pour personne. Vous savez que le dollar canadien a reculé depuis 2 semaines très rapidement. Vous voyez le dernier bout du graphique, c'est une chute drastique. On est passé sous la barre des 75 au cours de la séance d'hier. Donc, dollar canadien souffre de la valeur du dollar américain. C'est le dollar américain. L'incertitude qu'on a présentement face à une possible récession ou du moins un ralentissement économique crée une demande pour le dollar américain. Toujours une bonne valeur refuge. Vous voyez que présentement le dollar américain a fait un nouveau sommet, un sommet récent, parce que vous voyez sur le graphique ici, je recule jusque dans les années 80. Faut aller au début des années 2000 pour voir un dollar américain aussi fort. Donc, la crainte, vraiment, vous voyez ici, là, j'ai ressorti le graphique, le SP500. Vous voyez que le recul est assez important. Au cours de la semaine, c'est un recul de 6,5. Quand on parle de recul de marché boursier, ça veut dire que les gens sont vendeurs, sont en mode vente, donc ça crée une demande pour le dollar américain qui fait gonfler la valeur du dollar américain et évidemment pénalise notre UR. Pétrole, même chose, bien que le dollar canadien est de moins en moins corrélé avec le prix du pétrole, ça a tout de même un impact. Vous voyez que la tendance est clairement à la baisse. On est rendu à 86$ du baril. Ça aussi, c'est venu impacter sur la valeur du dollar canadien. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, semaines au niveau du dollar canadien? Si la tendance négative se maintient sur les marchés, mais ça va être difficile pour le dollar canadien de retrouver son aplomb et de trouver une tendance à la hausse. On risque de continuer possiblement peut-être sur des reculs, là, du moins pour les prochaines semaines. On n'a peut-être pas vu encore les creux pour le dollar canadien. Donc, ça terminerait pour cette semaine. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Puis je vous rappelle que si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre au 418-475-6641, poste 147, ou vous pouvez m'écrire au fournier@bernardbreton.com. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine, une fin de semaine de 3 jours avec la fête du travail. Donc, sur ce, bonne fin de semaine. Merci, bonjour.